Bonsoir, l'OTAN, réunie à Bruxelles, s'apprête à adresser un ultimatum aux Serbes. Ce n'est pas officiel, mais la rumeur est persistante depuis 1 heure environ. Rejoignons tout de suite notre envoyé spécial à Bruxelles, Laurent Boussier, pour en savoir davantage. Laurent ? Écoutez, il n'y a pas d'ultimatum, mais ça en a la saveur, le goût et l'odeur. Il semble qu'on soit à un tournant. L'OTAN va envoyer une injonction, c'est le terme diplomatique, aux Serbes de Bosnie pour qu'ils retirent leurs armes lourdes des environs de Sarajevo, avec destruction par frappe aérienne pour celles qui seront encore sur place, passé un certain délai. C'est une décision importante parce que lourde de conséquences pour l'avenir. Pourquoi les discussions ont-elles été aussi longues? D'ailleurs, elles ne sont pas terminées, à l'heure où vous parlez, Laurent. Mais écoutez, parce qu'il y a eu beaucoup de détails à régler. Par exemple, on sait que depuis quelques jours, les experts militaires sont au travail. Non pas pour s'occuper des plans de frappe aérienne, ils sont prêts depuis longtemps, mais pour s'occuper de l'après-frappe aérienne, des conséquences sur les casques bleus, pour les protéger et pour éventuellement les évacuer. C'était une demande très importante des Canadiens qui a retardé un petit peu les négociations. Merci Laurent. Évidemment, vous restez en direct de Bruxelles. Si la décision est officielle, n'hésitez pas à intervenir au cours de ce journal. Et pour avoir une idée du climat qui a régné aujourd'hui au siège de l'OTAN, retour en arrière avec Laurent Boussier et Philippe Jasselin. Une journée riche en rebondissements. Au départ, aucune objection de principe de la part des 16 pays de l'Alliance, fermeté affichée. Le texte franco-américain servait de base de travail à toutes les délégations. Un texte qui avait le mérite d'être simple. Retrait et mise sous contrôle de l'ONU de toutes les armes lourdes, serbes et bosniaques, se trouvant dans ou autour de Sarajevo, et éventuellement destruction par frappe aérienne des armes encore sur place, passé un certain délai. C'était trop simple, les détails ont tout retardé. Par exemple, les Grecs ne voulant pas entendre le mot ultimatum, on parle maintenant de délai. Mais là aussi, il faut discuter. La France et l'Angleterre voulaient 7 jours maximum, les autres 10 jours, avec encore réticence des Grecs. Autre exemple, le retrait des armes lourdes. Pour certains, elles devaient s'éloigner de 20 km, pour d'autres, 30 km minimum. Bref, des détails pratiques qui, ajoutés aux demandes canadiennes sur la sécurité de leurs troupes, ont entraîné discussions, négociations et interruptions de séances. Il faut dire quand même que la décision finale étant lourde de conséquences, chaque mot est pesé et analysé plusieurs fois. Ce n'est évidemment pas un hasard. Au moment même où l'OTAN se réunissait à Bruxelles, si les Serbes ont promis aujourd'hui de retirer leurs armes lourdes autour de Sarajevo. Ils ont même conclu un cessez-le-feu avec les Bosniaques. Mais quelle valeur peut avoir une telle promesse? Martine Laroche-Joubert. Le général Michael Rose, chef de la Force Pronu en Bosnie, paraît plus détendu qu'à l'ordinaire. Il y a de quoi. Après ses entretiens avec les chefs militaires serbes et bosniaques, il annonce un cessez-le-feu et le retrait des armes lourdes par les Serbes. C'est le début de quelque chose, c'est très important pour moi, parce que pour la première fois, on a peut-être commencé quelque chose qui va aboutir dans la paix, dans cette cité ici. Ce sont ces chars, en position sur les montagnes autour de Sarajevo, qui devraient être retirés dans le délai de 7 à 10 jours décrété par l'OTAN. L'artillerie lourde, serbe et bosniaque, serait ensuite placée sous le contrôle de la Force Pronu. Les casques bleus s'installeraient sur ces positions stratégiques, à l'extérieur et à l'intérieur de la capitale bosniaque. Quel sera le périmètre de sécurité? On l'ignore encore. Une commission mixte devrait en décider. Une mise en application certainement difficile, ce qui explique certaines réticences ce soir du président Izetbegovic. Il préfère attendre et voir ce qui se passera effectivement sur le terrain. Un scénario presque irréel où Sarajevo ne serait plus prise dans un étau. Peut-être. Peut-être. Il est vrai que les trêves ont été fort nombreuses dans cette guerre et jamais respectées. Jean-Jacques Le Garec, vous êtes à Sarajevo. Ce cessez-le-feu sera-t-il aussi éphémère que les autres? C'est la question qui se pose ici. Effectivement, le général Rose était très déterminé cet après-midi, mais de belles déclarations de ce style, nous en avons entendu souvent. Et les Bosniaques sont très prudents. Les accords qui ont été signés cet après-midi, les Bosniaques y étaient allés avec deux conditions. D'une part, retrait des armes lourdes à plus de 30 km. Deuxièmement, dans un délai de 5 jours. Or, sur ces deux conditions, pas de réponse. Il y a encore beaucoup d'inconnus. La seule chose qu'a dit le général Rose, c'est que si dans les 7 jours, on ne voyait pas avancer le début de ces accords, il faudrait reconsidérer les motivations de ceux qui les ont signés. Reconsidérer les motivations, c'est un langage que l'on a souvent entendu ici. Reste également pour la sécurité de la population de Sarajevo qu'on ne considère dans cet accord que les armes lourdes et tout ce qui est en dessous des balles de 12 mm 7, c'est-à-dire tous les snipers, les tireurs d'élite
qui jonchent la ville dans tous les sens risquent de revenir et d'être encore une cible, une menace en permanence pour une population qui reste une cible. Reste ensuite, mais ce n'est qu'un premier pas si cet accord devait marcher, toute la Bosnie. Simplement, ce premier pas a montré la détermination du général Rose, du général Koch et de M. Akashi. Ici, on a certainement très envie d'espérer que ce soit un pas positif. Merci Jean-Jacques. On vous garde évidemment en direct. Ce cessez-le-feu accepté par les Serbes a laissé de marbre les membres de l'OTAN et particulièrement les États-Unis dont l'attitude a changé. Prudent il y a peu, il se montre aujourd'hui déterminé. Jean-Marc Illouz, êtes-vous en direct de Washington? Oui, si vous voulez, c'est une question de rapport de force, non seulement à Washington, mais comme à Sarajevo. Les Américains ont juré de ne plus se laisser prendre au piège, comme en Somalie, des images télévisées, des drames télévisés. Et pourtant, à défaut de mobiliser l'opinion américaine, cette fois-ci, les images de Sarajevo ont remobilisé la classe politique américaine sur un thème qui est très délicat pour le président Clinton, celui du leadership. Le leadership, ça veut dire la capacité d'assumer un rôle dirigeant qu'attendent tous les Américains de leur président en cas de crise, et cette fois-ci, Bill Clinton craignait de perdre de l'influence au Congrès. Alors c'est vrai, Washington aujourd'hui fait cause commune avec les Européens pour menacer les Serbes, relancer des négociations, mais pour autant les Américains ne sont pas prêts à faire pression sur les Bosniaques pour leur faire accepter une solution territoriale au rabais. Cette volonté de punir les Serbes s'ils ne lèvent pas le siège de Sarajevo n'est cependant pas unanime. Moscou continue de s'opposer à une intervention militaire. Si l'avertissement de l'OTAN est confirmé, comment réagirait Boris Yeltsin, rejoignant en direct de Moscou? Dominique Derda. Dominique? Eh bien Paul, il n'y a pas encore de réaction officielle du côté russe. La dépêche vient seulement de tomber sur les téléscripteurs de l'agence TASS. On peut toutefois tenter de la deviner. Vous savez, hier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères a téléphoné à Slobodan Milosevic pour le convaincre de faire pression sur les Serbes de Bosnie pour qu'ils lèvent le siège de Sarajevo. Et on sait que demain, les Russes avaient l'intention de proposer une nouvelle initiative de paix à Genève. Sur le plan diplomatique, donc, ils ne peuvent être que déçus, et c'est un euphémisme, de ce nouveau pas vers un engagement militaire de l'ONU, de l'OTAN en Bosnie. Et justement, l'OTAN les inquiète, ces Russes. Ils n'en font pas partie et ils craignent de voir l'Alliance Atlantique intervenir dans ce qu'ils considèrent comme leur zone d'influence. On n'en est pas encore, bien sûr, à un retour à la guerre froide, mais pour la première fois depuis longtemps, depuis la guerre du Golfe sans doute, les États-Unis et la Russie se retrouvent face à face sur un plan diplomatique. Car si Bill Clinton a changé d'avis, vous venez de le dire, au sujet de la Bosnie, Boris Yeltsin considère toujours qu'il ne faut surtout pas intervenir militairement là-bas. Boris Yeltsin d'ailleurs, dont on dit que depuis hier il est malade et enrhumé, parce qu'il fait très froid à Moscou, il y a fort à parier qu'il réagisse et qu'il guérisse bien vite. L'intervention militaire internationale n'aura peut-être jamais lieu si les Serbes font preuve de sagesse, mais tout est prêt pour qu'elle ait lieu. Laurent Bouchier. Depuis plusieurs mois, ils observent, ils surveillent, ils s'entraînent. Les quelques 200 avions de chasse et de bombardement de l'OTAN stationnés en Italie n'ont pourtant jusqu'à présent jamais reçu l'ordre d'intervenir, ni même simplement celui d'ouvrir le feu au-dessus du territoire bosnien. Américains, Français, Anglais, Hollandais, Espagnols, Turcs stationnés au sol ou embarqués à bord de porte-avions, en ce moment le Saratoga américain et l'Ark Royal anglais, ils sont pourtant en permanence tenus au courant des évolutions de la situation sur le terrain, des positions des armes lourdes ou des dépôts de munitions des différents belligérants. Voilà, alors ici on voit les casemates qui vont sans doute apparaître. D'ailleurs voilà, les petites casemates rouges, c'est un dépôt de munitions qui est là. Les plans de frappe aérienne sont donc prêts, mais les experts militaires savent aussi que pour détruire les quelques 500 canons ou pièces d'artillerie disséminées autour de Sarajevo, il faudra plusieurs raids aériens pendant plusieurs jours, des jours pendant lesquels les casques bleus stationnés au sol seraient certainement pris pour cible. Justement, François Mitterrand, aujourd'hui en Conseil des ministres, a souligné la gravité du moment. Édouard Balladur, au cours de la même réunion, a précisé « Chacun doit comprendre que rien ne sera facile », une allusion au risque d'une éventuelle frappe aérienne pour les casques bleus. Dorothée Oliéric. Les soldats de 35 pays forment la FORPRONU, la force de protection des Nations Unies. Depuis août 92, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU définit sa mission. Les casques bleus doivent protéger l'acheminement de l'aide humanitaire en Bosnie. La fonction n'est donc pas de combattre, mais bien d'aider les populations civiles.
Pour cette mission, ils sont près de 11 000 déployés en Bosnie. Parmi eux, plus de 4 000 casques bleus français, 1 600 sont à Sarajevo, 1 300 dans la poche de Bihac, le reste du contingent français étant dispersé en Bosnie centrale. Si leur mission est purement humanitaire, les casques bleus disposent cependant d'un droit de riposte en cas de légitime défense. Mais si des frappes aériennes de l'OTAN se concrétisaient, les soldats de l'ONU s'exposeraient à des représailles serbes. Reste alors la solution du renfort des casques bleus sur place ou de leur retrait, politiquement toujours envisageable. N'oublions pas tout de même que l'OTAN comme l'ONU ont lancé à plusieurs reprises des avertissements sans effet, de quoi rester prudent sur la suite. Gilles Rabine. Mars 93, après de longues hésitations, le Conseil de sécurité des Nations Unies décrète une interdiction générale de survol de la Bosnie. L'OTAN est chargée de faire respecter l'interdiction et les avions du pacte atlantique patrouillent jour et nuit. Les avions de guerre serbes et croates restent au sol, mais pas les hélicoptères. Des centaines de violations ont été enregistrées. Jamais les Nations Unies ne se sont décidées à les sanctionner. Juin 93, là des obstructions et des humiliations, des fouilles interminables et du racket que subissent les soldats de l'ONU à chaque contrôle sur les routes humanitaires de Bosnie, l'OTAN accepte de fournir un soutien aérien aux casques bleus. Sans résultat, le secrétaire général des Nations Unies ne permettra jamais la riposte. Août 93, janvier 94, les pays d'Europe et les États-Unis ne peuvent plus cacher qu'ils ne s'accordent ni sur le volet militaire, ni sur le volet diplomatique du plan pour la Bosnie. Et le fossé se creuse entre les militaires et les diplomates de l'ONU. C'est le général Morillon à qui la diplomatie des Nations Unies ne pardonne pas d'avoir mis en lumière l'hiver dernier l'impuissance des casques bleus à Srebrenica. Ne vous abandonnons pas. C'est le général Koch qui demande le droit de riposter pour faire respecter ses soldats. Nous sommes obligés de mettre notre orgueil dans notre poche, ce qui parfois est difficile. Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est que nous mettions notre honneur dans notre poche. Le secrétaire général de l'ONU demandera leur rappel et l'obtiendra. Malgré tout, le 11 janvier dernier, le sommet de l'OTAN menacera d'utiliser les raids aériens en riposte au blocus de Tuzla et Srebrenica, là aussi sans résultat. Et pourtant, cette décision que l'OTAN s'apprête à prendre d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, ne semble pas ressembler aux précédentes. Édouard Balladur l'a laissé entendre ce matin, Philippe Arroir. Nous sommes, a-t-il dit, à un tournant. Je crois qu'il a raison, c'est un tournant, car de deux choses l'une. Ou bien les Serbes retirent leur artillerie, comme promis, mais ils ont souvent promis et jamais tenu, ou bien l'OTAN frappe, car cette fois, la décision qui est en train d'être prise à Bruxelles sera bonne. Dans les deux cas, recul des Serbes ou frappe aérienne, c'est une première. Cela prouve que rien n'est possible sans unanimité des membres de l'OTAN et surtout sans implication véritable des États-Unis. Toute dissension entre Américains et Européens, on l'a bien vu, est exploitée par les parties en conflit pour rejeter un accord de paix et redoubler la violence sur le terrain. C'est aussi un tournant parce qu'en cas de frappe aérienne, on risque d'entrer dans un engrenage, une extension du conflit. C'est un risque calculé, y compris par rapport à la position russe pro-serbe, dont sont conscients et les pays de l'OTAN et surtout les États-Unis en tête. Merci Philippe. Si vous nous rejoignez en ce moment même, je vous rappelle donc l'information que je donnais au début de ce journal. L'OTAN réunie à Bruxelles s'apprête à adresser un ultimatum aux Serbes de Bosnie s'ils ne lèvent pas le siège de Sarajevo. Nous aurons peut-être une confirmation de ce qui n'est qu'une rumeur au cours de ce journal. En France, les marins-pêcheurs bretons décideront seulement demain de larguer ou non les amarres. Ils ne sont pas parvenus à prendre une décision aujourd'hui. Ils étaient partagés sur les dernières propositions du gouvernement, mais le mécontentement prévalait. Reportage au Guilvinec d'Antoine Cormery et Jean-Pierre Art. Des emballages de poissons étrangers brandis comme des trophées, preuve pour les pêcheurs de l'inefficacité des mesures de contrôle des importations pourtant prises par le gouvernement. Si l'État veut faire quelque chose contre l'importation, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas laissé contrôler les camions? C'est tout. Oui, simple et clair. Justement. Les représentants du comité de survie de retour de Paris ont beau s'époumoner, expliquer que le gouvernement a fait preuve de bonne volonté, rien n'y fait. L'ambiance est électrique, car dans le train de mesures annoncées, les patrons des petits bateaux, moins de 12 mètres, se sentent floués. Mais comment satisfaire tout le monde? Le comité de survie met en garde les pêcheurs. Si on s'isole ici à la pointe de Bretagne et que les autres partent en mer, attention à la reprise et à nos parts de marché et tout ce que vous voulez. La réaction de la base est alors immédiate.
au nom de la solidarité des gens de mer. La solidarité, on l'a oublié. On avait dit que s'il y avait une catégorie qui était laissée pour compte, le mouvement suivait. Le vote de demain à bulletin secret dans tous les ports bretons marquera donc un tournant. Il permettra de mesurer concrètement la cohésion des pêcheurs après 11 jours de grève, 11 jours pendant lesquels aucun bateau n'est sorti du port du Guilvinec. Vous l'avez entendu, les plus mécontents étaient les petits pêcheurs, propriétaires de bateaux de moins de 12 mètres. Ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus. Frédéric Rota, Dominique Bonnet. Il a travaillé longtemps sur un thonier en Afrique, mais pour être plus près de sa famille, il s'est acheté, il y a 11 ans de cela, un chalut de 12 mètres. Depuis le 25, nous ne sommes pas allés en mer. Ça vous manque la mer, là? Oh oui. Oui. Oh oui. C'est toute votre vie, quoi. Je ne sais pas faire autre chose. Daniel déplore bien sûr la baisse du cours du poisson, le problème des importations, mais surtout il craint le pire. Vous avez le sentiment qu'on veut supprimer une certaine partie de la flotte? Oh, je pense. Oui, ils veulent supprimer une certaine partie pour laisser la place aux Espagnols. C'est prévu déjà depuis longtemps. On ne veut pas nous le dire en clair, mais... Ouais. Pourquoi les Espagnols? Ils sont plus compétitifs que les Français? Ils reviennent beaucoup moins cher. Expliquez-nous le charge social, la paye des matelots. Sur un bateau espagnol, qu'est-ce que vous croyez? Il y a le patron, le chef mécanicien qui ont une bonne paye, et les autres, c'est la monnaie de singe. Hein. À ses côtés, Bernard, il est patron d'un bateau de 5 matelots, il est totalement solidaire des petits pêcheurs. Alors si, je ne sais pas si c'est une connerie ou pas, mais qu'on donne 25% aux petits, 25 €. Si on ne peut pas donner plus, on fera, ce sera ça le mot solidarité, quoi. Tout le monde pareil. Mais la solidarité, Daniel n'y croit plus. Il assiste à la dernière réunion avant le vote de demain. Il ne prendra pas la parole. Il remet son destin et celui de sa famille dans les bulletins de vote de ses collègues. Vous avez combien d'enfants Et vous lui conseillez d'être pêcheur? On n'est pas si confort. Non? Sûrement pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous connaissez la formule « le temps c'est de l'argent », on peut désormais la décliner autrement. L'argent, c'est du temps. C'est l'esprit d'un projet de loi présenté en Conseil des ministres par Michel Giraud. Le ministre du Travail propose de transformer certaines primes financières en temps libre qui s'ajouteraient évidemment aux vacances habituelles. Ce projet a un nom, le compte épargne temps. On peut aussi dire nouveau congé payé, Jean-Pierre Métivet. Échanger de l'argent contre du temps. C'est l'idée de ce projet de loi sur la participation. Là où il existe, dans les entreprises de plus de 50 personnes, on crée un compte épargne-temps. Une sorte d'enveloppe où chaque salarié peut déposer les jours de vacances qu'il ne prend pas, dans la limite de 10 jours par an. Déposer aussi tout ou partie de ses primes éventuelles ou son 13e mois. Ils s'ajouteront à l'argent déjà épargné au titre de la participation. Avec cette cagnotte, un salarié pourra prendre du champ, un congé sans solde, un départ temporaire, mais de 6 mois minimum, précise la loi, pour qu'il y ait effet sur l'emploi. Voilà pour les grandes lignes. Ce système fera l'objet d'accords d'entreprise ou de branche. Dans la pratique, c'est bien sûr une mesure à moyen terme. On calcule au ministère du Travail qu'il faut 6 ans environ avant de pouvoir s'offrir 6 mois de temps libre. Le TGV a quitté ce matin Besançon à 6h01. Il était attendu à Paris à 8h41. Il a déraillé à 6h05. Il n'y a pas eu une seule victime. Christophe Tortora. La pièce à l'origine du déraillement, la voici. Un tampon tombé d'un train de marchandises une demi-heure avant le passage du TGV Besançon-Paris. La sortie du rail d'un des 4 essieux d'une seule voiture est due à l'arrêt d'urgence du train lancé à 105 km/h. Pour la SNCF, cet incident ne peut en aucun cas être comparé à d'autres. 4 boulons mal fixés seraient à l'origine de la chute de la pièce métallique. Aucun des 200 passagers n'a été blessé. Les voyageurs sont simplement arrivés à Paris avec 2 heures de retard. Le 9 février 92, un avion affrété par Air Sénégal pour le club Méditerranée s'était écrasé en Casamance, au Sénégal. Il y avait eu 30 morts. Aujourd'hui, les survivants de l'accident et les familles des victimes portent plainte pour homicide et blessures involontaires contre le club Méditerranée. Isabelle Staes, Roger Motte. Ce 9 février 1992, l'appareil affrété par Air Sénégal pour le club Méditerranée s'écrase en pleine brousse à 52 km de sa destination finale, Cap Skirring. Le pilote a confondu la piste d'atterrissage avec cette allée d'un village touristique.
Une erreur de navigation et d'appréciation de l'équipage, dit aujourd'hui le rapport d'expertise, accablant pour le pilote. Un Américain de 67 ans, alors que la retraite est à 60 ans, l'homme souffrait de troubles auditifs et de la vue et il était poursuivi par la justice américaine pour infraction à la réglementation aérienne. Quant à l'appareil, un Convair 640 d'une société gambienne, le rapport relève de graves lacunes dans la maintenance, des équipements défectueux, notamment le système de repérage des balises au sol. Il aura fallu 2 ans avant que les victimes obtiennent ce rapport d'expertise. Aujourd'hui, leur association porte plainte contre le Club Méditerranée. Le Club Méditerranée était selon nous complètement informé des risques qu'il faisait prendre à ses passagers, puisque c'était la 8e fois que ce vol était fait par le même avion et le même équipage. Et à chaque fois, les passagers s'étaient plaints à l'arrivée de la qualité du vol et des prestations. Le Club Méditerranée a reconnu sa responsabilité civile en accordant réparation aux victimes. Il a par ailleurs attaqué le transporteur, Air Sénégal, qui le rend responsable des infractions à la sécurité. La justice française doit maintenant déterminer si le voyagiste a lui aussi commis des négligences qui ont coûté la vie à 30 personnes. La loi est stricte, elle interdit de commenter une décision de justice. Pourtant, 8 jours après la condamnation d'Omar Haddad pour le meurtre de Ghislaine Marchal, les critiques abondent. Celles d'avocats, de magistrats, d'intellectuels, mais aussi, et c'est beaucoup plus rare, de jurés qui ont eu à juger le jardinier marocain. Dominique Verdeillan. Omar, comment ça va? Innocent, innocent, ce sont les seuls mots qu'Omar Haddad a prononcés en français durant son procès. C'était le matin même du verdict, des mots que les jurés en grande majorité n'ont pas voulu entendre, pas plus qu'ils n'ont été convaincus par la défense tardive de Maître Vergès. Parmi les 9 jurés populaires, quelques-uns d'entre eux se sont confiés à un journaliste de VSD. Ils confient leurs troubles ressentis tout au long des 7 heures de délibéré, soulignant comment, selon eux, la religion du doute fut écartée, un doute qui, en principe, doit profiter à l'accusé. Des confessions anonymes de jurés que la loi interdit au nom du secret des délibérés, mais des confessions qui illustrent au sein même de la cour d'assises le malaise suscité par ce verdict. Malaise ressenti aussi par des intellectuels, des artistes. À l'appel du journal Globe, 40 personnalités demandent la tenue d'un autre procès, mais aujourd'hui, seule la Cour de cassation peut en décider. Solitude du juré en salle de délibération. Certains d'entre eux se sont déclarés favorables à une possibilité d'appel en cour d'assises, revendiquant ainsi publiquement leur droit à l'erreur. Encore un effort français et notre pays atteindra bientôt la barre des 60 millions d'habitants. Ce n'est pas encore le cas. L'INSEE recense aujourd'hui près de 57 800 000 habitants. L'effort doit être soutenu parce que l'INSEE a froidement constaté une baisse des naissances, une baisse des mariages. Françoise David. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Et de plus en plus de Français sont d'accord avec Georges Brassens. En 20 ans, le nombre de mariages célébrés en France a chuté de 40%. Seuls en 1993, 254 000 couples ont sacrifié au rite du oui, prononcé devant Monsieur le maire, de la photo de famille et de la réception qui suit. Et quand ils l'ont fait, ils se sont donné le temps de la réflexion, le nombre de mariages tardifs est en hausse par rapport à l'union de jeunes célibataires. Les maternités comme les mairies connaissent elles aussi une baisse de fréquentation. En 1993, les services de l'état civil ont enregistré 712 000 naissances, soit 31 000 bébés de moins que l'année précédente. L'explication n'est pas nouvelle, meilleure maîtrise de la contraception pour des femmes qui travaillent plus longtemps et davantage. À noter que la France reste quand même l'un des pays les plus dynamiques d'Europe sur le plan démographique. Les Chinois s'envolent, ils ont réussi la mise sur orbite de 2 satellites. Leur fusée s'appelle Long March 3. Leurs principaux clients, les Américains. Patrick Esther. Ne vous laissez pas abuser par les uniformes. C'est bien d'un lancement de satellite civil dont il s'agit et non pas d'un missile militaire. Mais vous êtes en Chine, au centre spatial de Xichang, et vous assistez au tout premier décollage de la Long March 3, dernier modèle de la technologie chinoise. Ce vol va être couronné de succès et les 2 satellites scientifiques de 2,5 tonnes vont être placés en orbite. Depuis le début de son programme spatial, la Chine a déjà lancé 33 satellites pour son propre usage, ainsi que 3 satellites étrangers. Mieux, les dirigeants de Pékin ont signé un très gros contrat pour le lancement de 20 satellites avec la société américaine de radiotéléphone Motorola. La Longue Marche 3, dont les prix sont très nettement inférieurs à ceux pratiqués par Ariane Espace,
pourrait s'avérer être une redoutable concurrente. Le grand spectacle sur tapis blanc va bientôt commencer. France Télévisions est prête pour les Jeux Olympiques de Lillehammer. Vous aurez droit à 100 heures de programme grâce à nos 15 envoyés spéciaux et évidemment à toutes les équipes techniques. Parmi eux, François Brabant, déjà sur place en éclaireur. Vu d'en haut, évidemment, c'est calme. À se demander si c'est bien ici que doit se dérouler dans 3 jours une cérémonie d'ouverture olympique. Et pourtant, depuis ce matin, c'est fou ce qu'on s'active sur le tremplin de Lillehammer. Une fanfare qui joue, des enfants qui sautent, des militaires qui dégivrent avec les moyens du bord. Tout se met en place pour samedi 16h. Doucement, tranquillement et secrètement. Cette petite répétition est la seule que nous pourrons filmer. On sait donc qu'il y aura quelques danses folkloriques et que la flamme arrivera d'en haut. Pour le reste, il faudra attendre, mais tout est prêt, tout, la preuve. Vu d'en bas, c'est calme aussi. Lillehammer, 12 000 habitants, une rue principale, la voici, et c'est tout. Pas de foule, pas de folie, pas de fièvre encore, si ce n'est du côté des Japonais venus fêter les Jeux de 98 à Nagano. Les Norvégiens, eux, sont discrets, mais qu'on ne s'y trompe pas, les Norvégiens sont fiers d'accueillir les Jeux et ils font déjà beaucoup d'heureux. Bien sûr, on est fiers. Bien sûr. C'est bien, bon, on essaie peut-être de rester un peu tranquille, mais je crois que pour le moment, on n'a rien compris. On ne sait pas ce que ça va se passer dans 3 jours. Donc on est un peu là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bien sûr, on est fiers, oui. Les Jeux n'ont pas encore commencé, puis on dirait qu'on est en plein dedans. Et puis tous les gens qui sont alentour, ça sourit, puis l'ambiance à la fête. Bref, la Norvège est comme ça, elle accueille les Jeux Olympiques d'hiver, mais n'en fait pas pour autant une montagne. De toute façon, il reste 3 jours et 41 minutes maintenant à Lillehammer pour se réveiller. Les amateurs avaient rencontré les pros du PSG en Coupe de France de football. Ils avaient été battus 10-0, mais ils ont pris goût. Ils ont réclamé de l'argent, refus du club, déception, démission, scandale. C'est à Côte-Chaude, à Saint-Étienne. Françoise Vallée, Jean-Claude Martin. C'était le 22 janvier dernier, les 32e de finale. Côte-Chaude battue par le PSG, mais au stade Geoffroy-Guichard, c'est la fête. Plus de 30 000 personnes sont venues soutenir l'équipe d'honneur régionale. C'était la plus grosse affluence de la saison. Malheureusement, l'exaltation ne dura qu'un soir. L'image d'une petite équipe soudée était bien trompeuse. Déjà, avant le match, la perspective d'une recette exceptionnelle montait à la tête de certains joueurs. Le 4 janvier, dans une lettre au maire, 7 d'entre eux demandaient une rémunération. Réponse du maire, adressez-vous au club, mais à Côte-Chaude, on ne joue pas pour de l'argent. On est à peu près 150 bénévoles et jamais personne n'a été payé. Jamais, jamais, jamais. Mécontents, les 7 joueurs solidaires ont démissionné. La fête a tourné au cauchemar. Je pense que la plus grosse récompense, c'était de faire la 32e de finale, et je pense que c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris surtout, c'est que le club voulait récompenser les joueurs, même largement, mais d'une façon habituelle, c'est-à-dire avec une prime de match qui aurait été dans la caisse et que tout le monde aurait pu profiter. Une récompense collective, ici c'est la coutume. Au club de Côte-Chaude, les 32e de finale ont laissé un goût amer. Comme les grands, ils se sont fait avoir par l'argent. L'Opéra de Paris change de président. Hugues Gall succédera à Pierre Berger. J'ai dit Opéra de Paris, j'ai commis une erreur. Il s'agit désormais de l'Opéra national de Paris. Allez, Opéra Bastille. Bilan des premières notes entendues dans cette cathédrale de verre et de béton par Georges Bégou, Bernard Puissesseau. Dès 1988, date de la nomination de Pierre Berger, malgré les tumultes et les polémiques, l'Opéra Bastille sort de terre. Le baptême musical a lieu en mars 90, sous le signe de l'audace avec les Troyens de Berlioz. Quelques changements de tête, quelques grèves, mais la vie artistique du grand vaisseau, en épousant la passion de Pierre Berger, a maintenu le cap d'une grande ambition. Je ne suis pas toujours content de ce que j'ai fait, soyons clairs. Enfin, ça a été très émouvant de faire cela et j'ai des très beaux souvenirs. Je voudrais dire que probablement une des 2 choses qui m'ont le plus touché et que j'emporte avec moi. La première, c'est d'avoir pu faire venir un directeur musical qui s'appelle Myung Chung, un Coréen, et qui aujourd'hui s'affirme comme un des plus grands chefs de sa génération, et qui en tout cas a su transformer complètement l'orchestre de l'Opéra de Paris.
même chose, c'est quand même le public. Vous savez, faire des représentations d'opéra est quelquefois d'opéra difficile. Et refuser du monde tous les jours, ça c'est quand même extraordinaire. Alors ça veut dire que le pari a été tenu parce que le public était là et a suivi. Je me demande si, en vous nommant président d'honneur, on n'a pas installé à la Bastille une statue du commandeur. Pour qu'il y ait une statue du commandeur, il faudrait qu'il y ait un donjon. L'avenir le dira. Et parlons-en de cet avenir, quelques mots. Écoutez, cet avenir, moi, j'espère beaucoup qu'il s'annonce sous les meilleurs auspices. Il faut faire confiance à l'équipe qui va être là. Personnellement, je fais confiance à Hugues Gall, qui a montré ses qualités, qui est un professionnel et que je connais très bien. Je pense pourra diriger efficacement cette maison. Certains d'entre vous n'ont sans doute pas regardé le début du journal. Je vous rappelle donc que l'information que je donnais à 20h, enfin, le mot information n'est pas approprié, la rumeur qui nous parvient de Bruxelles. L'OTAN s'apprête à adresser un ultimatum aux Serbes de Bosnie. Si le siège de Sarajevo n'est pas levé, il y aura intervention militaire aérienne. Les 16 membres de l'OTAN sont réunis depuis 10 heures ce matin et ça tarde. Oui, ça tarde parce qu'on s'occupe des détails maintenant. Les Serbes devront retirer leur artillerie à combien de kilomètres? On dit 20 kilomètres, mais ça peut être 25 ou 30, on discute là-dessus. Cette injonction, c'est sur combien de jours? Cet ultimatum, alors on dit 10 jours, mais ça peut être 7 jours, vous voyez, on discute surtout là-dessus. Donc ce qui est important en tout cas, c'est que les 16 membres de l'OTAN vont lancer une injonction aux Serbes de Bosnie en leur disant « vous retirez vos artilleries ou alors cette fois-ci on frappe, il y aura des bombardements ». Et en même temps, dans l'après-midi, on apprenait que les Serbes disaient « mais nous allons les retirer puisque nous avons signé un accord de cessez-le-feu avec les musulmans et que nous sommes prêts à remettre nos armes lourdes à l'ONU ». Mais il y a déjà eu beaucoup de promesses, elles ont peu été tenues ou même pas du tout. Donc l'OTAN a décidé de maintenir sa pression sur les Serbes. Donc cette injonction dure toujours et durera jusqu'à son terme, 8, 7, 10 jours, c'est ce qu'on saura dans la soirée. Merci Philippe, évidemment vous resterez vigilant tout au long de la soirée pour nos téléspectateurs. C'est donc la fin de ce journal. Si vous voulez voir les effets d'un licenciement sans préavis pour un cadre supérieur, regardez le film de Maurice Friedland sur France 2 à 20h50 avec les excellents Patrick Chenet et Pascal Rocard. Son titre, Assédiquement vôtre. Philippe Lefebvre vous présentera le dernier journal à minuit 10 et vous donnera les dernières nouvelles sur Bruxelles et la Bosnie. Et Sophie Davant vous précisera dans quelques instants les couleurs très diverses du temps de demain. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h. Bonsoir.